Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, encore une fois, qui vous souhaite la bienvenue, en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets qui n'ont pas vraiment de lien entre eux, comme c'est souvent le cas, mais qui, on peut trouver un lien dans le fait que les deux ont affecté beaucoup de gens. Et moi, je vais parler de la loi des mesures de guerre en octobre 1970, un moment tournant de l'histoire du Québec. Mais toi, tu vas nous parler de quelque chose de général, mais qui est peut-être plus important qu'on le pense dans l'histoire du monde, l'effet Mandela. Moi, quand tu m'as dit que tu avais ce sujet-là, je me suis dit, mais de quoi on parle? Alors, je te laisse m'expliquer ça. Le mystérieux effet Mandela, c'est un phénomène de mémoire collective assez récent. J'ai découvert ça... Enfin, assez récent, qui a été identifié. Disons qui a été identifié parce que le phénomène est probablement présent depuis quand même assez longtemps. Si on creuse, on pourrait sans doute trouver... je pense aux anges de Mons, entre autres, que j'ai parlé, qui est un phénomène d'hallucination collective. Et puis aussi le miracle de Lourdes, entre autres, où des milliers de personnes voient quelque chose qui est le centre de l'effet Mandela. C'est un très grand nombre de personnes, souvent des populations complètes, qui vont prendre pour acquis et comme réalité une notion qui est fausse. Le nom vient justement de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Il y a énormément de gens, on pourrait parler pratiquement de millions de personnes à travers le monde qui croient que Nelson est décédé en prison dans les années 1980, alors que on sait qu'il a été libéré en 1990 et qui est devenu aussi président de l'Afrique du Sud. Le phénomène a été baptisé par une dénommée Fiona Broome qui, elle, a fait l'enquête. Elle a fait un site web où elle posait la question à travers le monde et puis la réponse a tellement été incroyable que le phénomène a pris son nom à partir de là. Ça peut être basé sur un peu, peut-être, une théorie de désinformation. Ça pourrait être aussi comme ces nouvelles-là qui se propagent à travers Internet, que ça porte un nom comme des mèmes ou mémés, des nouveaux phénomènes, qui vont contribuer à rendre populaire ça, au point qu'on va trouver des milliers et des milliers d'exemples différents. Mais maintenant... Vas-y. Ce que j'allais dire, c'est que là, on n'a pas juste des gens qui ont entendu dire quelque chose, mais on a des gens qui sont convaincus de se souvenir et voilà. D'avoir vu l'événement ou d'avoir su l'événement qui n'est jamais arrivé. C'est ce qui nous approche justement de la frontière entre le réel et la fantaisie. Plus dans les faux souvenirs. Dans les faux souvenirs. On va trouver ça, par exemple, dans des fausses informations sur la mort de célébrités. Un exemple aussi que j'avais trouvé, c'est le roman 1984. Les gens se souviennent de la date de publication parce qu'ils inversent 84, ils font 1948, ce qui est faux. C'est en 1949. Mais un an après, alors on a ici une propagation d'une fausse information. L'avait écrit en 48, là, c'est le temps que ça a pris pour être publié. Mais moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Tous les gens qui se souviennent et sont certains que Walt Disney a été congelé après sa mort pour pouvoir éventuellement se réveiller. C'est faux. Il y a eu des funérailles comme tout le monde. Et puis, ça part du fait qu'il était intéressé à ces choses futuristes. Donc, certains ont fait le lien, puis il en avait déjà parlé comme ci, comme ça. Et puis, on lui a accordé ça parce que ça fitait avec le personnage. Alors, on sait que c'est très bien faux. Mauvaise orthographe qui va créer une confusion dans la mémoire collective. Beaucoup aussi sur la localisation des pays. Les gens croient qu'un pays est un endroit d'autre. Là, on parle d'un pays au complet. Des lignes de dialogue dans les films. Okay? On parlait justement de Casablanca, alors que tout le monde, en anglais évidemment, voit Humphrey Bogart qui va, à la fin du film, dans le club, dire « Play it again, Sam », et puis le pianiste va jouer « As Time Goes By ». Il n'a jamais dit ça. Non, c'est ça. C'est une autre phrase, mais la phrase, je l'ai écoutée, mais est très agressive. Dans le film, à un moment donné, il dit « Play it, Sam ». Play it, Sam. Mais « Play it again », ça, c'est Woody Allen qui a fait cette réplique-là dans un film plus tard, parodiant Casablanca. Et c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Il y a même un film qui n'a jamais existé,
Le titre, si je ne me trompe pas, c'est Shazam qui mettra en vedette un acteur américain très, très célèbre, mais ça n'a jamais existé. Shaquille O'Neal, si je ne me trompe pas. Et puis, il y aurait un autre film semblable avec un autre acteur qui se ressemble et puis les gens feraient la confusion entre les deux. Moi, personnellement, j'ai toujours eu c'est une faiblesse, j'aime les films de James Bond. Et il y avait ce film qui s'appelle Moonraker en anglais et en français, je vous le donne en mille, Entourloupe dans l'azimut. Et dans ce film, j'ai vu ça justement avant-hier, à la séquence finale, quand tout se désintègre, il y a un des personnages qui est une espèce de géant avec une mâchoire en acier qu'on appelle Vice Grip. Ouais. Et puis, il est tombé en amour et puis ça fait qu'il a aidé James Bond. Et puis, il est avec sa dulcinée puis il lui fait un large sourire et elle lui répond d'un sourire et elle a cet appareil dentaire en métal. Et puis moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, ils sont faits pour aller ensemble. Mais elle n'a jamais eu d'appareil en métal. Et puis, je suis allé revoir la séquence, puis là, je suis scié, je veux dire, je me souviens exactement d'avoir dit ça au moment où j'ai vu le film la première fois. Ils sont faits pour aller ensemble. Même, je pensais que s'ils s'embrassaient, ça allait faire des étincelles ou quelque chose, là. Ça n'a jamais existé. Comment on arrive de même? Voilà. C'est une défectuosité de la mémoire, je crois. Mes souvenirs se sont tous modifiés pour arriver à ça. C'est connu que les souvenirs sont affectés par les préjugés, par les croyances, par les choses qu'on a déjà entendues. Par exemple, je me souviens d'une expérience où oui, mais de là à rajouter une vision, là je l'ai inventé, cette vision-là. D'ailleurs, la scène elle-même n'aurait pas de sens. Je te donne un exemple. Il y a une expérience qui a été faite où un homme masqué entre dans une salle et menace des gens avec une arme à feu avant de partir. Et là, il y a des gens qui disent « J'ai entendu sa voix, il y avait un accent. Or, il n'a pas parlé. » Exact. Dans la réalité, l'homme n'avait pas parlé. Et puis, ça ressort avec les temps qui courent au niveau, justement, de la justice, que les souvenirs puis la mémoire, c'est quand même assez aléatoire. Exactement. Il faut essayer de trouver l'essence plutôt que toute la décoration autour. Ça explique, si on y pense, ça explique beaucoup de choses dans l'histoire au niveau de phénomènes surnaturels, de gens qui ont fait qui auraient fait des exploits extraordinaires. Et des fois comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Si quelqu'un est connu pour avoir commis un exploit, il y a des chances qu'on va lui attribuer plein d'autres choses, même si c'est pas lui. Exact. Et puis là, je vais continuer avec quelques exemples. Et puis, on a la même chose dans des séries télévisées français et anglais. Lucille Ball, qui était très célèbre à l'époque. Je parlais tantôt de plus reculer un peu. J'ai parlé du Monopoly aussi, et puis de différents logos. Le sourire de la Joconde, puis beaucoup aussi de répliques de films. On en parlait. Une qui est sortie, c'est dans le deuxième épisode de Star Wars. Tout le monde voit Darth Vader dire « Luke, tu es mon fils », alors que c'est pas ça qu'il se dit. Il dit « Je suis ton père ». C'est ça, je suis ton père, pas ton fils, là, évidemment. Là. Et puis, il n'y a pas non plus d'histoire. Prenons comme la place Tiananmen. Tout le monde se souvient du tank avec l'homme en avant qui le bloquait. Bien, il y en a beaucoup qui ont vu le type se faire écrabouiller par un tank alors que c'est jamais arrivé. Non, au contraire, c'est lui qui a monté sur le tank. Exact. Et puis, j'ai parlé avec des gens qui disent « Ah oui, le pauvre gars s'est fait écraser. » En fait, là, je dirais que c'est à mon sens, plus une défectuosité de mémoire collective, de fausses informations, puis là, on est abreuvé de fausses informations. Maintenant, il existe d'autres visions de la chose, et puis c'est là que ça devient un peu à dormir debout, puis c'est intéressant. Dernièrement, les appareils, le dernier télescope comme le James Webb, ont quand même démontré que a même créé une crise dans la cosmologie puis l'astrophysique. Ce qu'on a de notions comme le Big Bang, ça ne serait pas ça, c'est carrément d'autres théories, le temps-énergie et puis, en tout cas, la matière noire. Moi, je ne suis pas en mesure d'expliquer quoi que ce soit là-dedans, mais le fait qu'il y aurait
des univers parallèles fait qu'on se souvient d'une chose, puis on a pris une ligne divergente d'évolution. L'histoire où notre vie s'est ni plus ni moins réinitialisée, resetée, et puis le reset n'est pas complet. Il y a certaines informations qui n'ont pas traversé d'un bord à l'autre. Cette théorie-là est là depuis longtemps, mais elle prend un peu plus de poids présentement là, avec... Mais c'est difficilement démontrable. Ben, là, il y a le supercollisionneur, le CERN, qui sont embarqués, évidemment, dans toute cette saga, si on veut, là, de création d'univers parallèles et d'ouverture de trous noirs, de physique très, très avancée qui tombe pratiquement dans le domaine du mysticisme, où on essaie de réunir l'infiniment grand et l'infiniment petit. Peut-être va-t-on y arriver, puis peut-être, à ce moment-là, on va trouver une raison à ces effets sur... Si on prend toute la somme, OK, des effets Mandela, j'en ai parlé quelques-uns, mais il y en a des milliers et des milliers. Qu'on prend 10 de ça comme étant réel, ça va quand même être un bouleversement là, pour notre conception du temps, puis de l'espace, puis des... Mais moi, en attendant, je pense que c'est plutôt une histoire de mémoire, plus que d'autre chose. Sachant très bien, ayant eu l'occasion de voir, comme historien, à quel point la mémoire, c'est peu fiable dans bien des cas. J'ai constaté la même chose aussi pour moi, parce que je suis encore sous le choc pour James Bond. C'est ça. Alors, de James Bond, agent secret, on va passer à... On va parler de la police et à quelque chose d'approchant. On va parler de la loi des mesures de guerre, et plus précisément de la loi des mesures de guerre en octobre 70, parce que la loi des mesures de guerre elle-même, elle a été votée la première fois durant la guerre de 14-18. C'était pour donner des pouvoirs au gouvernement fédéral, et ça avait d'abord surtout un but économique dans le temps. C'était pour pouvoir conscrire les industries, plus ou moins, pour faire les industries de guerre, mais et pas être obligé de faire une loi au cas par cas. Elle est restée sur les statuts, la loi en question, et donc elle a pu servir à d'autres occasions. Donc, en octobre 70, on se rappellera qu'en octobre 70, c'est deux enlèvements par le FLQ qui existait, le Front de libération du Québec, qui existait depuis 1963, qui jusque-là s'était manifesté par des attentats à la bombe, et puis où la plupart des membres avaient été arrêtés. D'ailleurs, en 1970, tous ceux qui avaient fait déjà des actions au début des années 60 étaient tous en prison. C'était des amateurs, faut le dire, là. En 1969, déjà, on entre dans une période et une ambiance, je dirais, très agité au Québec. On construit l'aéroport de Mirabel, il y a des grosses manifestations sur les droits linguistiques à McGill, à Saint-Léonard, il y a une émeute d'étudiants noirs à l'Université George Williams à Montréal, qui aujourd'hui c'est Concordia. Une série d'attentats à la bombe du FLQ, y compris un à la Bourse de Montréal qui fait 27 blessés. Grève de la police de Montréal, l'émeute des chauffeurs de taxi contre la compagnie Murray Hill, qui avait le monopole du transport pour l'aéroport de Mirabel. 1 mort, 21 blessés. On voit qu'on est dans une ambiance quand même assez chaude. En octobre 70, le Front de libération du Québec enlève d'abord l'attaché commercial britannique, James Cross. Au début, ça part comme un fait divers, parce que, comme je l'ai dit, on est dans une période difficile, puis à l'époque, en plus, on oubliait ça, là, mais très haut taux de criminalité, kidnapping, meurtre, hold-up, il y en a dans les journaux tous les jours, et en plus, il y avait les attentats du FLQ, qui se distinguent par leur motivation politique, mais pas tellement autrement. Donc, au début, c'est un fait divers. Mais là, une autre cellule du FLQ enlève le ministre québécois du Travail et de l'Immigration, Pierre Laporte, quelques jours plus tard. Et là, la tension monte. Il y a des manifestations d'appui au FLQ qui ont lieu, surtout à Montréal, avec des slogans puis des déclarations que je dirais parfois carrément irresponsables, là. Je pense à Michel Chartrand qui dit à un moment donné devant une foule en délire, « Bon, le ministre de l'Emploi puis le ministre de l'Emploi puis de l'Immigration est en pénitence, il fera pas de mal où ce qui est là. Et il y a Même à l'époque, ça ne devait pas passer bien, cette chose-là. Non, mais la foule l'a applaudi. C'est pour dire, là, l'ambiance où on était.
Alors, le gouvernement fédéral, à la demande du gouvernement du Québec, déploie 12 500 soldats à travers la police pour garder les lieux publics et les résidences de certaines personnalités publiques. Tous les députés, entre autres, avaient une couple de soldats en avant de chez eux. Et ce qu'on peut se demander, d'ailleurs, si ça n'a pas fait monter la tension plus que d'autres choses, parce que les felkistes étaient tellement pas nombreux que je suis pas sûr qu'il aurait pu faire une autre opération de plus. Mais il faut dire aussi que le gouvernement fédéral jetait de l'huile sur le feu. Certains membres du gouvernement fédéral en particulier, je pense à pas Michel Chartrand, excusez, Jean Marchand, au contraire, qui lui disait qu'il y avait 5000 felkistes, des camps d'entraînement avec 5000 felkistes dans les Laurentides, ce qui était une invention absolument totale. Alors, les gouvernements provinciaux et municipaux de Montréal, à la demande du gouvernement fédéral, rédige une lettre parlant d'une insurrection appréhendée. Et donc, dans la nuit du 15 au 16 octobre, le gouvernement du premier ministre Pierre Elliott Trudeau proclame la loi des mesures de guerre. Signalons qu'insurrection appréhendée, c'est quand même quelque chose de gros. Et même si ça chauffait au Québec, on était quand même très loin de ça. Une insurrection, là, ça prend beaucoup de monde. Et là, cette loi-là, ce que ça fait, c'est que ça suspend toutes les garanties constitutionnelles. Il n'y a plus de limite au pouvoir de l'État fédéral une fois que cette loi-là est adoptée. Et dès 5 heures du matin, 497 personnes vont être arrêtées sans mandat. Et contrairement à ce on parlait d'effet Mandela tantôt, contrairement à ce qu'un journaliste anglophone a écrit il n'y a pas très longtemps, qui disait que la plupart avaient des liens avec le FLQ, c'est totalement faux. La plupart du temps la plupart d'entre eux vont être relâchés sans aucune accusation qui soit portée contre eux. Et ils vont être détenus pendant des durées qui vont aller de quelques jours à 6 mois, quand même. Et il va y avoir toujours sans mandat 36 000 perquisitions, sans mandat, accompagnées souvent de vandalisme, c'est-à-dire qu'on vide l'appartement, on vire tout à l'envers, on brise la vaisselle, etc., avec des personnes, les citoyens réveillés aux petites heures du matin à la pointe de la mitraillette. Personne ne va être arrêté à la suite des perquisitions, autrement dit, absolument rien trouvé. Et ça va arriver, puis même dans notre région, il va en avoir, si on suit le Nouvelliste de Trois-Rivières, le 19 octobre 70, la Sûreté du Québec avait effectué le samedi précédent une descente au café étudiant de Drummondville, où il y avait une 50aine de personnes qui étaient réunies là pour une activité extrêmement dangereuse, une soirée de poésie. Oui. Alors, il fallait intervenir, on comprend. Alors, on a saisi de la littérature dite subversive, on cherchait de la littérature subversive, qu'on n'a pas trouvée. Alors ensuite, on va dire que au moins 3 personnes vont être arrêtées à Drummondville. Un monsieur Blaise Daigneault, identifié comme membre du Parti québécois. Pierre Desfossés et Pierre Malençon, enseignants aussi. Et on laisse finalement à savoir, le caporal Fernand Pépin de la SQ laisse savoir qu'en fin d'après-midi, que les militaires cantonnés à Victoriaville ont procédé à l'arrestation de quelques individus. Mais on ne nous donne pas plus de détails non plus. Alors, 2 personnes, finalement, semble-t-il, ont été arrêtées à Victoriaville, M. Michel Dumont et Richard Langelier, d'après les infos que j'ai trouvées. Donc, et aucune accusation va être portée. D'ailleurs, les 2 enseignants de Drummondville vont faire savoir dans un article qu'ils ne sont liés ni de près ni de loin au FLQ, ni à aucun mouvement subversif, et ajoutent qu'ils n'hésiteront pas à poursuivre en justice ceux qui soutiendraient le contraire. Mais dans les journaux, c'était plein de longs textes d'opinion qui appuyaient le gouvernement. Et dans le journal de Drummondville, aucune ligne, et on n'avait rien publié. Par contre, la journée où c'était arrivé concernant l'arrestation des enseignants. Donc, finalement, sur les 497 personnes arrêtées dans l'ensemble du Québec, 435 vont être libérées sans qu'aucune accusation soit portée, même si leur libération a attendu jusqu'à 21 jours. En tout, 62 personnes vont être accusées, et sur ce nombre, 44 vont être acquittées ou vont voir les poursuites abandonnées. Sur celles qui restent, il y en a 18 qui vont être condamnées à des peines variant de 2 mois à 2 ans de prison.
Le seul qui va avoir une peine on peut dire importante, c'est un certain Michel Vigé, qui va avoir 8 ans de prison pour avoir hébergé chez lui 3 des ravisseurs de Pierre Laporte. Il y a 13 des accusés qui étaient effectivement membres du FLQ, sur 497. Les 5 autres ont été accusés, condamnés pour avoir soutenu verbalement ou par écrit le FLQ. Avant la crise, ce qui n'était pas illégal à ce moment-là. Mais la loi des mesures de guerre avait rendu ces actions-là illégales de façon rétroactive. Donc, 3,6 % des personnes emprisonnées ont été effectivement condamnées. On pourrait dire tout ça pour ça. Mais en plus, on a découvert récemment, il y a des gens qui ont fait des recherches au Parlement, et ont découvert que la loi, les arrestations ont eu lieu avant que la loi soit publiée dans la Gazette officielle. Or, en principe, une loi n'est pas en vigueur tant qu'elle n'est pas publiée dans la Gazette officielle. Ce qui fait que toutes ces arrestations, même selon la loi des mesures de guerre, étaient illégales en partant. Une arrestation illégale, c'est pas une arrestation, c'est un kidnapping. Alors, c'est donc, d'ailleurs, un journal britannique qui avait titré, et c'est un tabloïd britannique, là, souvent, ils ne savent pas toujours de quoi ils parlent, les autres. Mais ce coup-là, il a mis dans le mille, probablement sans le savoir, il a dit « À 2 kidnappings, le gouvernement canadien répond par 500 ». Ouais. C'est bien. Ça ressemble un petit peu à ça. Effectivement. Puis, d'ailleurs, ici à Victoriaville, il y a eu des arrestations, mais il faut dire qu'il y a des gens qui étaient opposés à l'utilisation de mesures comme ça, puis qui allaient vraiment, disons, manifester, si on peut appeler ça de même, mais écœurer police plus qu'autre chose. Eux autres aussi, là, ils se faisaient. Il y en a quelques-uns qui sont faits. Oui, qui se sont fait arrêter. Et souvent, les liens, faut dire que ce que la police considérait comme un lien avec le FLQ, ça pouvait être extrêmement ténu. Je vais donner un exemple. La chanteuse Pauline Julien. Elle a été arrêtée. Pourquoi Pauline Julien a-t-elle été arrêtée? Bon, elle était indépendantiste, ça on le savait, mais la raison précise, c'est qu'elle avait participé à un concert pour obtenir la libération, pour ramasser des fonds, pour aider à la défense de 2 felkistes qui étaient emprisonnés aux États-Unis. Qui est emprisonné d'ailleurs, pas pour des actes violents, mais pour avoir manifesté devant l'ONU. Et là, il y avait eu une bousculade et ils avaient été arrêtés. Alors, elle avait participé à un concert pour avoir des fonds pour leur défense. On réclamait même pas leur libération. Il va y avoir un procès, là, mais on a des fonds pour aider à payer les avocats. Ça suffit pour qu'elle soit arrêtée durant la loi des mesures de guerre. On a vu des gens qui avaient tellement pas de... Je me souviens d'un médecin à Montréal. Le médecin en question avait déjà été membre du Parti communiste et s'était présenté candidat communiste aux élections. Ouais. Alors, ça lui avait valu de se faire arrêter. Alors que le Parti communiste était contre le FLQ, puis il l'avait toujours dit, il les traitait de romantiques fascistes. Alors, il était complètement opposé. Pas grave, on ramasse tout ce qui est la gauche en général. C'est une rafle absolument, en fait, rétrospectivement injustifiable. Absolument. Puis, dans un cas comme ça, on voit une augmentation de toute la répression, l'injustice, l'inéquité, et puis une diminution du rationnel puis de l'intelligence. Exactement. Les gens qui étaient en prison, il y en a qui ont été très maltraités. Il y en a même au moins un, qui a subi une simulation d'exécution. On lui a fait croire qu'on allait l'exécuter. On l'a amené contre un mur, les yeux bandés, et les policiers ont tiré dessus avec des balles à blanc. Mais le gars, il ne savait pas, lui, au départ, que c'était des balles à blanc. Il a perdu connaissance, il est en état de choc post-traumatique. C'est des choses qui sont arrivées durant la crise d'octobre. Et puis, dernièrement aussi, justement, lors de la pandémie, à Ottawa, les mesures d'urgence, c'est pas les mesures de guerre, là, c'est un autre aspect, une autre loi là, qui nous arrive liée au terrorisme et puis qui met exactement en application le même type de répression puis enlever les droits qui disparaissent.
Mais ce n'est pas des mesures de guerre, là. C'est d'autres choses. Mais là, il faut dire que d'abord, mais il y a quand même des différences. D'abord, c'est pire. Non. D'abord, la loi a été appliquée alors qu'il se passait quelque chose et on a arrêté les gens qui étaient là sur place et qui quand même occupaient le centre-ville, ont obligé les commerces de fermer, intimidaient les gens qui passaient et qui n'étaient pas d'accord avec eux. Par contre, ça ne prenait pas des mesures d'urgence. Et on ne les a pas arrêtés à la pointe du fusil. Si tu as vu à la télévision comment ça s'est passé, on y a été en douceur. Ouais. Mais aussi, il y a la différence principale, c'est que là, il y a une commission d'enquête. Il y a eu une commission d'enquête après pour savoir si c'était justifié, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre, etc. D'ailleurs, la conclusion de la commission d'enquête a été que l'usage de cette loi-là avait été justifié, mais qu'on n'aurait pas dû attendre d'en être rendu là. Que le gouvernement était responsable de ne pas avoir agi avant, la municipalité d'Ottawa, qui s'est fait beaucoup critiquer pour ça aussi, parce qu'ils ont regardé venir ça et ils n'ont pas réagi, alors qu'ils auraient pu très facilement empêcher que ça dégénère, comme on l'a fait à Québec quelques semaines plus tard, où on les a juste pas laissés rentrer dans le centre-ville. Mais Ottawa n'est pas habitué à des grosses manifs, il faut le dire. Alors donc, il y a quand même un petit progrès qui a été fait. Mais d'un autre côté, on est maintenant en mesure, le gouvernement, de saisir des comptes de banque. Fermer, geler des fonds, et puis ça ne se faisait pas dans le temps. Oui, ça, c'est les lois liées au terrorisme. Oui, puis il y a un nouvel aspect là, qui est vraiment média. Là, ça, c'est le 11 septembre 2001, ça, qui a amené l'adoption de ces lois-là. Effectivement, c'est rare qu'un gouvernement va se débarrasser complètement d'un outil qui peut lui être utile. Oui, mais disons qu'ils sont rapides sur le déploiement. Là. Quand on l'a vu en 70... En 70, ils ont été rapides, mais en 2000... Oui, c'est ça qu'ils disent, ils ont trop attendu. C'est ça. Et puis, quand même, 22 jours que la ville a été bloquée. Moi, je me souviens, quand les étudiants manifestaient lors du printemps érable, ça prenait pas 22 jours avant que les coups de matraque commencent à arriver. En tout cas, et c'est malheureusement tout le temps qui nous reste à peu près. Alors, voici donc, c'était nos deux sujets pour ce soir. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat et Charles Dagneault, on vous dit comme d'habitude, bonsoir. À la semaine prochaine, restez à l'écoute de TVCBF. On a d'autres histoires à dormir debout qui nous attendent.